de nous rejoindre sur i24 News. Ravi de vous retrouver pour 2 heures de direct, 2 heures d'actu. On fait tout de suite le tour des kiosques du Moyen-Orient. C'est l'heure de la revue de presse. Et elle nous est présentée par vous, Yael Bernstein. Bonjour. Bonjour Nathalie. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. On va commencer avec cette triste nouvelle, je vous le disais en titre tout à l'heure, de l'attentat au nord de la ville de Hébron. Oui Nathalie, alors ce qu'il faut savoir c'est que hier mardi c'était un jour férié, donc c'était le jour de la Pâque juive de Pessah. Nous n'avons pas eu de journaux. Les premiers journaux que l'on a sur cette actualité c'est ce matin et ils font incontestablement la une de tous les quotidiens. C'est donc la première publication en presse papier et je vous propose de voir tout de suite la couverture du quotidien de gauche Haaretz. On dévoile le visage du surintendant en chef de la police victime de cet attentat, Baruch Mizrahi. Sa femme était elle aussi dans le véhicule et elle a été grièvement blessée, ainsi qu'un enfant de 9 ans dans une voiture voisine. Salah émet l'hypothèse qu'il s'agissait d'un acte solitaire et non pas d'un attentat basé sur une structure terroriste. En réaction, le Premier ministre, ici cité dans le quotidien pro-gouvernemental Israël Hayom, je cite, « Cet assassinat est une suite logique à l'incitation palestinienne à la violence. Du côté palestinien, aucune source officielle n'a jusqu'à maintenant déploré cet incident. » Et nous restons sur le Premier ministre dans un tout autre contexte, celui de la menace de Naftali Bennett de quitter le gouvernement. Regardez plutôt l'aveu de Benjamin Netanyahou dans le quotidien centriste Maariv. « Je ne veux pas d'élection anticipée, mais je ne me suiciderai pas non plus pour conserver Bennett dans mon gouvernement. » Fin de citation. Comme nous le disions ces derniers jours, le chef du parti, le Foyer Juif, avait proféré la menace claire et nette de quitter la coalition si le gouvernement Netanyahou procédait à la libération de la 4e vague de terroristes palestiniens et arabes israéliens. Et je voudrais que l'on termine ce sujet sur cette caricature toute simple du quotidien à grand tirage Yediot Aharonot. Comme vous le voyez, Netanyahou a ses pneus crevés devant la Knesset alors qu'il tient à la main le dossier de libération des prisonniers. Oui, il faut un peu d'humour, ce qui veut dire que les négociations continuent. Ils se réunissent aujourd'hui, les négociateurs. A priori, oui, c'est ce qu'on lit entre les lignes. On ne peut pas vraiment être certain, mais on voit surtout dans les médias online. C'est le site de l'agence de presse palestinienne Ma'an que l'on a, sur celui-là qu'on a vraiment trouvé cette nouvelle écrite, noir sur blanc. Les Palestiniens annoncent donc une volonté commune d'extension des pourparlers de paix avec les Israéliens au-delà de l'ultimatum du 29 avril prochain. On s'envole à présent pour le Liban. Yael, 3 journalistes ont été tués dans des affrontements en Syrie. Oui Nathalie, 3 journalistes de la chaîne Al-Manar ont été tués lundi dernier à Maaloula par des rebelles syriens. Les 3 hommes faisaient partie d'une équipe de journalistes intégrés à l'armée syrienne pour couvrir la capitulation des rebelles à Maaloula. Le porte-parole de la chaîne a souligné que l'équipe était à bord d'un 4x4 arborant clairement le sigle de la presse. Les 3 journalistes sont morts sur le champ. D'autres membres de l'équipe à bord d'autres véhicules ont été blessés. Leur enterrement a été accompagné de hurlements de guerre et leur cercueil mené par des hommes vêtus de noir, brandissant des drapeaux du Hezbollah, scandant aux martyrs. Et martyrs, c'est exactement le mot qu'emploie le site internet de cette chaîne de télévision libanaise Al-Manar. Vous voyez plutôt la bannière de leur site internet, on la voit maintenant. Voilà, il nous précise donc le nom des martyrs. Je cite toujours le mot employé par le site internet. Donc Hamza al-Hajj Hassan, qui est le martyr journaliste. Le martyr technicien, ça aurait été Khalim Alao. Et le martyr photographe Mohamed Mantash. Allez, on part pour la Libye. La presse est dure ce matin. L'actualité l'est aussi. L'ambassadeur jordanien aurait été enlevé. Kidnappé. On ne sait pas exactement comment il est, où il est en ce moment. Vous voyez cette nouvelle dans la version online du site de la chaîne d'information Al Jazeera. Fawaz Al-Haytan a été kidnappé ce mardi alors que des hommes armés ont tiré sur son chauffeur et l'ont entraîné en dehors de son véhicule. Il semblerait que ses ravisseurs veulent négocier la libération de Mohamed Dersi, condamné à perpétuité depuis 2007 pour avoir comploté un attentat destiné à faire exploser l'aéroport de Queen Alia, le plus grand aéroport de Jordanie. Et Abdullah Ensour, le Premier ministre jordanien, a déclaré qu'il attendait de Tripoli la plus grande coopération pour garantir la sécurité de l'ambassadeur et sa libération dans les plus brefs délais. On va terminer, Yael, avec cette nouvelle émouvante d'un livre de prière qui a traversé une période assez difficile puisque ça a traversé la Shoah.
Absolument, c'est ce que nous présente le quotidien Israël Hayom. Donc je vous le disais, la fête de la Pâque juive en Israël et dans le monde entier fait souvent ressurgir beaucoup de nostalgie. Voici un livre de la fête de Pâques qui s'appelle Agada et qui a traversé l'histoire et plus particulièrement donc celle de la Shoah. Ruth Levin l'avait reçu de sa grand-mère alors qu'elle n'était âgée que de 9 ans. Sa grand-mère a finalement été malheureusement exterminée à Theresienstadt et Ruth avait donc gardé ce livre de prière depuis plus de 76 ans. Et c'est donc cette année, à l'âge de 85 ans, qu'elle a décidé d'en faire donation au musée de la Shoah à Yad Vashem de Jérusalem pour qu'il serve, je cite, de pièce à conviction de la victoire juive sur le nazisme. Oui, il y a toujours de belles histoires et également dans cette période. Merci beaucoup Yael pour cette revue de la presse du Moyen-Orient. Merci Nathalie. Mercredi 16 avril, rapide rappel des titres de l'actualité de ce matin. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accusé hier l'autorité palestinienne au lendemain de l'attaque meurtrière contre un officier de police israélien près de Hébron. Cet assassinat est le résultat des incitations à la haine des responsables de l'autorité palestinienne qui continuent à véhiculer dans les médias des contenus haineux contre Israël. Voici donc les propos tenus hier par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les autorités de Kiev ont mis leurs menaces à exécution. Elles ont positionné leurs troupes face aux insurgés pro-russes. Le face-à-face qui se poursuit donc dans plusieurs localités comme Slaviansk ou encore Kramatorsk, dont l'aérodrome militaire a été repris par l'armée ukrainienne. Dans 48 heures, une réunion est prévue à Genève entre le Quatuor, États-Unis, Russie, Ukraine et Union européenne. Lors d'un entretien téléphonique hier avec la chancelière allemande Angela Merkel, Vladimir Poutine a considéré que l'Ukraine était au bord de la guerre civile. C'est le prix dont rêvent tous les journalistes américains. C'est un ingénieur qui l'a raflé, mais pas n'importe lequel. Son nom, vous le connaissez, Edward Snowden s'est vu décerner le prix Pulitzer. Plus exactement, c'est l'édition américaine du Guardian et du Washington Post qui ont été récompensés. Le jury qui salue leur publication des révélations sur le système de surveillance de l'Agence nationale de sécurité américaine. Voilà, on le disait avec Yael il y a quelques instants, lundi soir c'était soir de fête en Israël, la fête de Pessah, la Pâque juive, une fête particulièrement sanglante avec cet attentat survenu à Hébron. On va en reparler avec vous, Jacques Neria. Bonjour, oui, merci bonjour. D'être venu sur ce plateau. On fait le point avec ce sujet, on en reparle juste après. Il était officier de haut rang de l'unité des renseignements de la police israélienne. Baruch Mizrahi, 47 ans, a été tué sous le cou par une salve de balles de Kalachnikov. L'attaque terroriste s'est produite sur la route 35 près de la ville de Hébron. Baruch Mizrahi et ses 4 enfants se rendaient dans cette ville pour y célébrer Pessah, la Pâque juive. Les victimes ont aussitôt été transportées dans un hôpital de Jérusalem. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte isolé, même si le mouvement islamiste Hamas et son allié du djihad islamique se sont félicités de cette opération héroïque dans un communiqué. Benjamin Netanyahou a immédiatement condamné cet attentat et accusé l'autorité palestinienne d'incitation à la haine, ce qui ne devrait pas empêcher la poursuite ce mercredi des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Cet acte terroriste est intervenu au premier jour de la fête de Pessah, qui doit durer une semaine. L'armée israélienne a aussitôt déployé un important dispositif de sécurité afin de prévenir toute nouvelle violence. Voilà, alors Jacques Neria, acte isolé. Tout à fait. Et selon tous les renseignements que nous disposons aujourd'hui, il s'agit effectivement d'un acte isolé, non pas une structure qui a agi sur le terrain. Je dirais qu'une structure pareille aurait beaucoup de difficultés à survivre dans ce contexte de Hebron qui était très strictement surveillé par les services israéliens. Donc c'est une atmosphère, c'est le fait que quelqu'un qui, comme vous le dites, a profité du fait que des incitations à la haine et tout ça, qui s'est encouragé, qui a décidé lui-même de mener son combat individuel contre une cible israélienne. Il a choisi, comme par hasard, cette cible-là, cette route. Il n'a pas tiré sur Baruch Mizrahi parce que c'était Baruch Mizrahi, mais tout simplement parce que c'était quelqu'un qui arrivait par hasard sur cette route-là. D'ailleurs, le terroriste a tiré sur d'autres voitures et naturellement, il n'a pas réussi à atteindre son but.
Il a visé clairement une voiture israélienne. On va revenir sur cette incitation à la haine dont vous parliez. On revient également sur le fait que le Hamas, de son côté, a félicité l'auteur de cet attentat. Le Hamas est dans une situation déplorable de son point de vue, donc incapable de faire quoi que ce soit face à Israël, je dirais de palpable, de sérieux contre Israël. Donc il adopte ce que les autres sont en train de faire, et en espérant tout simplement, espérant que d'autres prendraient le même exemple et feraient de même. Mais là, je dirais, c'est surtout, une autre idéologie qui est sur place sur le terrain. C'est une idéologie qui est en train d'être inspirée par les idéologues des djihadistes qui disent qu'il ne faut pas que des structures agissent ensemble, mais il suffit qu'un individu se décide pour faire ce que ce terroriste a fait hier. Donc, tout cela nous amène à la conclusion qu'il est très difficile de contenir, et de limiter les dégâts quand il s'agit d'actes terroristes. Alors, limiter les dégâts, c'est difficile et on le comprend bien. En termes de renseignement, comment on prévient ce genre d'actes? Dans ce cas-là, naturellement, les moyens de renseignement sont un peu, seraient ineffectifs concernant un individu, parce que, comme je le dis, ce n'est pas une structure, donc il n'y a pas de communication ou très peu de communication. Par contre, ce dont on parle dans ce cas-là, c'est de renforcer les mesures défensives, c'est-à-dire de beaucoup plus d'obstacles sur la route, des opérations surprises des forces de l'ordre, essayer d'empêcher dans la libre circulation. Donc automatiquement, ces mesures sont aussi contre-productives, puisqu'elles sont contre la population. À 95%, 99% subit, ces mesures. Et naturellement, c'est un cercle vicieux. On continue à vivre un certain cycle qui va tout simplement nourrir le terrorisme. Mais alors, l'autorité palestinienne, concrètement, elle peut faire quoi dans toutes ces histoires? Parce qu'elle n'a toujours pas condamné cet attentat. Elle n'a pas condamné, mais de notre côté, les services palestiniens sont en train de coopérer très, très étroitement, à partir d'hier aussi encore, sur ce cas-là, parce qu'il faut se rappeler, le terrorisme tel qu'il s'exprime aujourd'hui sur le terrain ne vise pas uniquement Israël. Finalement, on vise Israël, mais c'est la théorie de domino. Israël, naturellement, vise automatiquement l'autorité palestinienne. Donc, l'autorité palestinienne a intérêt que ces actes-là ne soient pas commis pour l'instant. Pour l'instant d'ailleurs, et tant que les négociations continuent entre nous et les Palestiniens. Donc on est dans un stade où les Palestiniens, l'autorité palestinienne est en train de coopérer activement avec les services israéliens. Ça va mener, selon vous, à une recrudescence des tensions entre les deux parties ou pas? Écoutez, pour l'instant, les deux parties ont ignoré de facto cet événement, le fait que Tzipi Livni va se retrouver avec les négociateurs palestiniens, le fait que les services de renseignement palestiniens sont en train de coopérer avec les services israéliens. Donc on fait en quelque sorte pour limiter les dégâts et continuer la vie, continuer Mais on peut faire fi de ce genre C'est pas une question de faire fi, tout simplement. Il faut regarder quelle est la raison d'État ici. La raison d'État est de continuer les négociations et d'arriver à un certain accord sur l'extension de négociations, sur n'importe quoi, mais la raison d'État ici est la plus forte. Malheureusement. Les Américains, eux, de leur côté, ils ont condamné cet acte. On l'a entendu avec James Saki notamment. Est-ce que les Palestiniens, de leur côté, ils peuvent se sentir un peu mis sous pression? On a toujours eu des problèmes avec les Palestiniens et l'autorité palestinienne pour condamner ces actes de terrorisme. On a toujours eu un problème du temps d'Arafat. Et je dirais, ça fait déjà des années qu'on essaie de les convaincre. Et de temps en temps, ils acceptent la logique israélienne. De l'autre côté, ils disent « OK, on ne va pas condamner notre propre peuple qui est en train de subir l'occupation, Enfin, je ne vais pas développer ce thème-là qui n'est pas tellement intéressant, ni, je dirais, sympathique du point de vue israélien. Mais je dirais qu'il y a un problème de base pour l'autorité israélienne, palestinienne de condamner des actes pareils. Et l'incitation à la haine, on en parlait? Alors, l'incitation à la haine, l'incitation à la haine, c'est un autre cas. L'incitation de la haine se fait par l'intermédiaire des médias. Naturellement, les médias sont en train de démoniser Israël, démoniser, je dirais, l'occupation israélienne, la présence israélienne, les colons israéliens, tout cela, je dirais, c'est une matière première très riche pour l'endoctrination contre Israël. De notre côté, ici, aussi, les médias palestiniens, donc les médias de l'autorité palestinienne, ne sont pas tellement, je dirais, ne sont pas favorables à Israël, bien au contraire.
Et en plus, je dirais, ce qu'il y a de plus dur dans ce cas-là, ce sont les livres, les livres qui circulent en Cisjordanie et qui sont à la base de l'éducation des Palestiniens. Et là, dans les livres, vous avez le sionisme, Israël, les Juifs sont présentés dans un portrait qui n'est pas très sympathique. Et c'est de cette incitation à la haine dont parle Benyamin Netanyahou, les médias et les livres également. Tout à fait. Écoutez, quand l'atmosphère autour de vous, le milieu autour de vous est anti-israélien, ce n'est que logique qu'il y ait quelqu'un qui se réveille, qui dit « Ok, si tout le monde attaque Israël, il faut qu'au moins moi je sois le fer de lance, et pour prouver que nous sommes quand même des Palestiniens, nous sommes loyaux à nos valeurs et tout le reste. Donc, et tout simplement, il prend une arme qui se trouve un peu par-ci, un peu par-là, et puis il va commettre un acte de terrorisme ignoble. Voilà, merci beaucoup Jacques Neria pour toutes ces explications, pour avoir décrypté pour nous cette actualité tragique en Israël. Vous restez avec nous à suivre dans notre morning. C'est le prix dont rêvent tous les journalistes américains et c'est un ingénieur qui l'a raflé, mais pas n'importe lequel, son nom vous le connaissez. Il s'agit d'Edward Snowden. Il s'est vu décerner le prix Pulitzer. On en reparle dans quelques instants, juste après un tout nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News avec Ali Waqued qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Ali, on va tout de suite parler d'Edward Snowden. Vous savez qu'il a été récompensé. Le prix Pulitzer, enfin plutôt l'édition américaine du Guardian et du Washington Post. Nous sommes en ligne avec Jean-Marie Ozat pour en parler. Bonjour, vous êtes journaliste d'investigation et vous avez reçu le prix Bayeux décerné aux reporters de guerre. Alors récompenser Snowden, certains le qualifient comme un message fort, d'autres disent que c'est une honte. C'est quoi selon vous ? Écoutez, moi je pense que c'est un message fort parce que c'est grâce à Snowden, on a quand même eu la révélation majeure de ces 10 dernières années, c'est-à-dire que nous n'avons plus de secret, c'est-à-dire l'individu, son intimité, ça n'existe plus, et surtout ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Alors, on peut s'en moquer et on peut dire bon, c'est pas grave, j'ai rien à cacher, mais ça veut surtout dire que les ennemis de la démocratie, les démocraties, c'est-à-dire tous les mouvements terroristes, quelque part ont gagné. C'est-à-dire que ces gens-là haïssent la démocratie et leurs attaques ont fini par la corrompre, cette démocratie. Alors, c'est ça le message, c'est ça qui est important. Justement, on en vient à parler de la déontologie. Est-ce que quand on est journaliste, par exemple, ou là pour le cas d'Edward Snowden, c'est un autre cas encore, mais est-ce qu'on a le droit de tout dire, de tout révéler ? Comment vous dire ? Dans ce cas-là, je crois que les citoyens américains et les citoyens du monde entier avaient le droit de savoir que tout ce qu'il savait, que tout ce qu'il fait dans l'intimité était enregistré, répertorié, classé, trié. Je crois que nous avions le droit de savoir que nous n'avons plus d'intimité. Maintenant, je dirais que la responsabilité, elle est moins du côté des journalistes que du côté des politiques. Qu'est-ce que les gens qui sont au pouvoir derrière leurs ordinateurs vont faire de ces informations ? C'est ça la véritable responsabilité, c'est ça la véritable question. Mais je crois que nous avions le droit de savoir. On peut trouver que Snowden est un type parfaitement antipathique, c'est certain. C'est même probable. On peut trouver que Julian Assange est un type, alors là, parfaitement imbuvable et parfaitement infréquentable. Mais ils ont quand même fait quelque chose qui a été utile. Ces gens-là nous ont fait rentrer dans le nouveau monde, dans le monde de la big data, où nous ne sommes plus qu'une accumulation de données. Et il fallait qu'on le sache quand même. Et voilà, et c'est donc... Oui, je vous en prie, continuez. Non, mais je crois que ce qui était important, ce qu'ils nous ont appris aussi, c'est que quelque part, Al-Qaïda et tous les mouvements islamistes terroristes ont gagné. Puisque leur but ultime, c'était de pervertir la démocratie
eh bien, ils l'ont fait. Et voilà, ce sera donc votre opinion ce matin. Jean-Marie Ozette, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin. Mercredi 16 avril, l'heure d'un rapide rappel des titres. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui a accusé l'autorité palestinienne hier au lendemain de l'attaque meurtrière contre un officier de police israélien près de Hébron en Cisjordanie. Cet assassinat est le résultat des incitations à la haine des responsables de l'autorité palestinienne. C'est ce qu'a déclaré hier Benyamin Netanyahou. Les autorités de Kiev ont mis leurs menaces à exécution en positionnant leurs troupes face aux insurgés pro-russes. Le face-à-face qui se poursuit. Dans 48 heures, une réunion est prévue à Genève entre le Quatuor, États-Unis, Russie, Ukraine et Union européenne. Hier, lors d'un entretien téléphonique entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine, il a considéré que l'Ukraine était, je cite, au bord de la guerre civile. Et puis on vient d'en parler, c'est le prix dont rêvent tous les journalistes américains. Et c'est un ingénieur qui l'a raflé, mais pas n'importe lequel. Edward Snowden s'est vu décerner le prix Pulitzer, plus exactement l'édition américaine du Guardian et du Washington Post qui ont été récompensés. Voilà donc pour les titres, on va en parler Ali ensemble d'ici quelques instants. En Algérie, l'élection présidentielle qui doit se tenir demain, le scrutin qui se tient demain. On va parler d'un mouvement, le mouvement Barakat, ça signifie ça suffit. Eh bien ce sont eux qui aujourd'hui incarnent l'opposition en Algérie. On en reparle juste après ce reportage. C'est en partie grâce à des images comme celle-ci que le mouvement Barakat est apparu au grand jour. Barakat, en français, ça suffit, le slogan d'un groupe de trentenaires qui a décidé d'intervenir dans la politique algérienne lorsque l'actuel président Abdelaziz Bouteflika se déclare candidat pour un 4e mandat. L'indépendance algérienne a été confisquée par une oligarchie et qu'il est temps que le peuple algérien puisse enfin bénéficier de sa liberté. À l'approche du scrutin, les militants occupent l'espace médiatique, meilleur moyen pour eux de se faire entendre. Ils ne voteront pas jeudi, mais continueront leur mouvement, qu'Abdelaziz Bouteflika soit réélu ou non. Tant que les raisons qui ont poussé à la création de Barakat, à savoir l'existence de ce système, de ces pratiques, de ce qu'on est en train de voir, la dilapidation des biens publics, le clanisme, le régionalisme, l'autoritarisme, tant que ceci existera en Algérie, on existera. Leur rassemblement ne draine pas encore les foules, mais leur présence au cours de la campagne dérange le pouvoir. Leur page Facebook compte déjà plus de 30 000 abonnés et des manifestations ont été organisées dans de nombreuses villes du pays. Et voilà, on le voyait, le climat n'est pas tout à fait serein. C'est pas comme ça qu'on peut le définir avant que cette présidentielle en Algérie. Non, tout à fait. Il y a en Algérie, malheureusement, c'est pas une surprise. Il y a une accumulation des atteintes aux droits de l'homme, aux droits d'expression et de manifestation. Et c'est dans ce fond que les élections auront lieu demain. Les fraudes, c'est la grande question, c'est le grand signe de ces élections. Il y a une unanimité, ou au moins une quasi-unanimité au sein des Algériens que les élections vont être truquées. On ne peut pas expliquer l'élection pour une 4e période d'un président qui était absent de la campagne électorale. Bouteflika n'a pas paru les 2 dernières années que 4 ou 5 fois, surtout dans la télévision, 4 fois à la télévision en recevant des diplomates et des chefs étrangers, et une fois en se présentant au Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature. Et c'est dans ce fond, dans cette atmosphère que ces élections vont avoir lieu. L'Algérie fait face à une crise économique très grave. Un pays qui compte 98% de ses exportations, c'est le pétrole, 70% de ses recettes fiscales, c'est le pétrole, et 40% de son PIB, c'est le pétrole, alors qu'il y a une diminution constante et permanente de ses réserves pétrolières, alors que le pays n'a pas préparé une alternative
alternatives, l'industrialisation. Et encore, avec cette crise économique, il y a une crise de direction. Tout le monde sait que Bouteflika, qui est très malade, n'est pas celui qui dirige l'État. Et quand même, l'équipe qui est autour de lui a insisté qu'il dépose sa candidature pour les élections demain. Et c'est ce que Barakat et les autres contestent. Mais alors, qui dirige le pays exactement? Bon, ça dépend. Il y a ce trio du groupe fort autour de Bouteflika qui sont des anciens dirigeants du FLN et de l'armée et les services de renseignement. C'est l'armée ou il y a des hommes politiques derrière ce pays, aux rênes de ce pays? Sont essentiellement les chefs de l'armée, mais aussi des groupes financiers qui n'ont pas intérêt à ce que le status quo économique change, alors que le chômage il galope en Algérie. La crise financière, elle touche tous les domaines de vie des Algériens et Bouteflika ne présente pas aucune alternative. Mais le problème, c'est qu'avec cette unanimité que Bouteflika n'est pas l'avenir de l'Algérie, il y a une unanimité que c'est lui qui va être élu à la fin du scrutin. C'est ça, il n'y a pas de demain. suspense, on n'a même pas évoqué de second tour dans cette élection. Il n'y a même pas de date qui est prévue d'ailleurs pour ce second tour. Et c'est pour cela, Ali Benflis, son rival principal, il prépare le lendemain. Il dit, moi je veux battre, j'irai au bout contre les fraudes qui auront lieu. Et il y a sans doute, il y aura des fraudes. Barakat, des ONG et l'opposition, même des organisations qui ont fait appel au boycott des élections, seront présents dans les bureaux de vote, dans les urnes Mais pour pas les essayer... journalistes. La presse n'a pas été invitée à ce scrutin. Mais pas les journalistes. La presse vit un moment très dur en Algérie. Il y a tout au long de ces dernières années une restriction permanente de la liberté de presse en Algérie. Et c'est dans cette atmosphère que les élections auront lieu demain. C'est fou de penser sur une campagne électorale où le candidat dirigeant n'a pas assisté même une seule réunion de cette campagne et que le chef de son... Comment on fait campagne avec un candidat invisible? Comment elle s'est déroulée, cette campagne? C'est déroulé parce que tout l'appareil de l'État, tout l'appareil de l'armée, tout l'appareil des services de renseignement et les catégories sociales sur lesquelles ces trois appareils font influence, tout le monde. On parle des ouvriers qui ont été obligés d'y assister aux réunions électorales. Les fonctionnaires d'État sont tous obligés de voter pour Bouteflika. Et tout ça, ça se déroule sous le regard plutôt rieur, on va dire, de la communauté internationale. Tout à fait. Mais j'ose dire qu'avec la tension, la présence des djihadistes au nord de l'Afrique et avec une crise économique grandissante en Algérie, c'est un cocktail très dangereux pour un pays qui a à peine quelques années sorti d'une guerre civile très sanglante. Comment vous expliquez que la communauté internationale est jusqu'à présent pas condamnée ce genre de réalité finalement en Algérie? Parce que Bouteflika était assez confortable pour la communauté internationale. Il adoptait les points de vue de l'Ouest. Et donc, c'est une direction qui est assez facile pour l'Ouest. Mais je pense que... On parle toujours que cette campagne électorale est critique, soit en Algérie, soit ailleurs, mais vraiment pour l'Algérie, c'est une campagne, ce sont des élections très critiques pour l'avenir de l'Algérie. Plonger à nouveau dans une guerre civile, c'est pas un scénario qui est très loin. Quand on sait que la très grande majorité des jeunes sont contre Bouteflika, quand on sait que les tribus dans la région de la Kabylie sont contre Bouteflika. Finalement, ce que vous dites, avec une grogne sociale qui s'élève sans devenir une révolte pour l'heure, un problème économique grandissant, les djihadistes aux portes du pays, et même pas aux portes, mais à l'intérieur, c'est le terreau très favorable à ce qu'il y ait un printemps ou un été arabe. Pourquoi il n'a pas percé en Algérie ? Il n'a pas percé parce que, du coup, Bouteflika a cédé quelques milliards d'euros pour encourager, pour essayer d'activer la vie économique, mais
L'autre raison, c'est que les restrictions et la répression de tout acte de contestation a été très dure. La presse, les mouvements jeunesse, toute l'opposition ont été sérieusement réprimés par l'appareil de services de renseignement et de l'armée. Mais les résultats demain, quand tout le monde pronostique que ce sera de nouveau le président qui dirige le pays depuis 1999, sans doute l'Algérie ne sera pas la même vendredi matin. Et avec un président faible, affaibli, on l'a vu, on le dit et on le répète, est-ce que c'est un terreau encore plus favorable à l'installation de terroristes et de djihadistes, comme vous le disiez il y a quelques instants? Donc, tout à fait. Les mouvements islamiques ont décidé de boycotter les élections. Les djihadistes attendent l'occasion où infiltrer les protestations qui seront à base sociale et à base économique et même tribale et les exploiter pour leur but, infiltrer les mouvements de protestation pour essayer d'aggraver la situation et d'en tirer profit. Tout ça, ça a été les arguments qui ont été exploités par les frères musulmans, notamment en Égypte. Pourquoi ça ne s'est pas passé en Algérie? C'était pas passé en Algérie parce que l'Algérie, comme je vous l'ai dit, il y avait des élections, truquées ou pas truquées. Bouteflika était quelqu'un qui était élu, contrairement à Ben Ali ou à Moubarak. L'Algérie, elle a un certain soutien international, la France et autres, pas comme l'Égypte. Il y a donc un processus virtuel de démocratisation en Algérie qui a essayé d'apaiser la colère populaire, mais un président qui était absent du pays 2 ans, quelques mois hospitalisé en France, très absent dans la campagne électorale. On vote pour qui? Il était où? À quelle réunion est-ce qu'il a assisté? Quand est-ce qu'il nous a lu son programme pour l'avenir de l'Algérie? Et donc, demain, si les pronostics auront raison et Bouteflika est réélu à nouveau, l'opposition promet qu'elle va combattre les fraudes. Barakat promet de ne pas quitter les rues. Et les djihadistes qui attendent dans le coin, c'est quelque chose à suivre. Et voilà, un scénario à suivre. Merci Ali Waqued. Dans un instant, on parle de l'Ukraine sur notre antenne. Restez avec nous. Sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous avoir rejoints. On va faire le point sur la situation en Ukraine. Écoutez ce sujet, on en reparle juste après. Kiev attaque plus fort à l'est. Les autorités ukrainiennes ont envoyé des forces antiterroristes pour tenter de contenir les assauts des séparatistes pro-russes. Une intervention vivement condamnée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite à Pékin. Vous venez de me demander d'évaluer l'initiative du régime de Kiev. Je pense que le mot initiative a un double sens. La Russie exige instamment que l'Ukraine cesse d'envoyer des forces dans le sud-est pour écraser les manifestations. Moscou pourrait donc mettre un frein aux pourparlers prévus ce jeudi à Genève avec les représentants du régime de Kiev. Vous ne pouvez pas envoyer des invitations au dialogue et en même temps émettre des ordres criminels pour l'usage des forces armées contre les gens là-bas. Des tensions diplomatiques accrues qui inquiètent de plus en plus les responsables de l'OTAN qui réclament une nouvelle fois un désengagement rapide de la Russie. J'appelle la Russie à faire baisser la pression dans la crise, à retirer ses troupes des frontières afin de cesser la déstabilisation de l'Ukraine et à démontrer qu'elle ne soutient pas les actions violentes des séparatistes pro-russes. Réunis ce mardi à Luxembourg, les ministres des Affaires étrangères de l'Union insistent sur l'importance décisive de la réunion entre Kiev et Moscou prévue ce jeudi. Et ils ont prévenu, si les tensions devaient perdurer dans l'est de l'Ukraine, l'Union européenne prévoirait un nouveau train de sanctions contre la Russie. Reste désormais à évaluer l'importance de ces mesures de rétorsion économique.
Voilà des paroles, des sanctions en tout cas, promises par l'Union européenne et la communauté internationale. On va reparler de cette offensive, puisque pour le coup l'Ukraine est passée aux actes. Avec vous, Galia Ackerman, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, on l'annonçait depuis un moment, mais est-ce qu'on est véritablement dedans, guerre civile aux portes de l'Ukraine ou pas? Il ne s'agit pas tellement d'une guerre civile que d'une invasion qui ne dit pas son nom de la part de la Russie. Je lisais ce matin, par exemple, les aveux du maire de Slaviansk, une dame qui s'appelle Nelly Stepp, qui s'est enfuie de la ville, et qui raconte comment 300 hommes armés, lourdement armés, avec 1000 fusils automatiques et autres équipements plus lourds encore, sont arrivés dans 2 Kamaz, 2 camions dans la ville, et que là, ils se sont réunis avec des dizaines de combattants locaux. Mais ces 300 personnes arrivaient avec 1000 unités d'armes, c'était des Russes. Voyez, donc il ne s'agit pas tellement de la guerre civile, il s'agit d'une frange de la population active pro-russe, par exemple des anciens de l'Afghanistan, etc., qui sont aidés par des Russes appartenant au ministère de la Défense, à une brigade spéciale spécialisée dans la diversion. Alors justement, on voit bien vous parler de démonstration de force, finalement, de part et d'autre. Dans le fond, est-ce que l'Ukraine a les moyens de montrer l'écran? On pense au scénario géorgien. S'il y a une invasion massive des troupes russes, bien sûr, les troupes russes vont gagner. Il est très difficile à l'armée russe d'être d'égal à égal, à l'armée ukrainienne d'être d'égal à égal avec l'armée russe. Mais si la Russie continue seulement de saper en quelque sorte la situation en Ukraine en envoyant un contingent très limité d'hommes armés, je pense que les Ukrainiens, oui, peuvent prendre le contrôle de la situation. Galia, vous rencontrez régulièrement et fréquemment des responsables du Quai d'Orsay notamment, et on l'a entendu dans le sujet qui vous précédait, l'Europe agite le drapeau des sanctions. Quel va être très concrètement le rôle de l'Europe, de l'OTAN également? Le rôle de l'Europe peut être énorme. Est-ce qu'il va l'être? Écoutez, on ne peut pas savoir, mais ce que je constate, par exemple, que la moindre sanction contre la Russie provoque immédiatement des chutes du marché boursier et l'affaiblissement du rouble. Donc, si cette tension continue, si on va vers une vraie guerre, ça va porter déjà un coup très dur à l'économie russe et à la crédibilité auprès des investisseurs étrangers. Donc, des sanctions, même symboliques, ont un impact. Plus les sanctions sont sévères, plus l'impact sera important. Et voilà, c'est le mot d'ordre et c'est peut-être ce qui fera fléchir la politique de Vladimir Poutine. Merci, Galia, d'avoir été avec nous ce matin. Mercredi 16 avril, l'heure d'un rapide rappel des titres. Et en Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a accusé hier l'autorité palestinienne au lendemain de l'attaque meurtrière contre un officier de police israélien près de Hébron en Cisjordanie. Cet assassinat est le résultat des incitations à la haine des responsables de l'autorité palestinienne qui continuent à véhiculer dans les médias des contenus haineux contre Israël. Voici donc ce qu'a déclaré hier le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Et puis vous venez de l'entendre, les autorités de Kiev ont mis leurs menaces à exécution. Elles ont positionné leurs troupes face aux insurgés pro-russes. Le face-à-face qui se poursuit donc dans plusieurs localités. Dans 48 heures, une réunion est prévue à Genève entre le Quatuor, États-Unis, Russie, Ukraine et Union européenne. De l'autre côté, lors d'un entretien téléphonique hier avec la chancelière allemande Angela Merkel, le président russe Vladimir Poutine a considéré que l'Ukraine était, je cite, au bord
la guerre civile. C'est le prix dont rêvent tous les journalistes américains et c'est un ingénieur qui l'a raflé, mais pas n'importe lequel, son nom vous le connaissez. Edward Snowden s'est vu décerner le prix Pulitzer. Plus exactement, c'est l'édition américaine du Guardian et du Washington Post qui ont été récompensés. Le jury qui salue leur publication des révélations sur le système de surveillance de l'Agence nationale de sécurité américaine. Et voilà, nous sommes sur ce plateau à présent avec Yael Bernstein. Bonjour. Bonjour Nathalie. Remercie de nous avoir rejoints. Rebonjour. Je suis toujours ravie. Alors Yael, quand vous êtes off, c'est-à-dire pas à l'antenne, vous vous mettez des t-shirts, j'imagine? Bien sûr, je mets des t-shirts tout le temps. Tout le temps. Plus possible, il fait chaud ici. Eh bien, les t-shirts, tout le monde en porte et au Moyen-Orient aussi et sur i24 News également. Les slogans qu'ils peuvent avoir ont une autre portée, drôle ou politique. Ils s'affichent dans un contexte plus large. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce reportage signé Michal Divon et Sandy Fortis. Au 19e siècle, ce n'était que des sous-vêtements. Aujourd'hui, les t-shirts sont de plus en plus un moyen d'expression et de promotion, souvent politique. Impossible de chiffrer le nombre de t-shirts vendus chaque jour, mais c'est certainement la pièce la plus populaire sur le marché vestimentaire, parce qu'avec un simple message, il reflète la personnalité de celui qui le porte. Au Moyen-Orient, cette t-shirt attitude est encore moins anodine. À Jérusalem, les boutiques de t-shirts sont une attraction touristique majeure. Elles proposent des étalages où les slogans politiques, religieux et humoristiques se côtoient. Vous trouverez facilement côte à côte un t-shirt au logo de Tsahal, l'armée israélienne, et un autre qui affiche « Libérer la Palestine ». Cette tendance, présente à Jérusalem depuis des années, a fait son petit bout de chemin pour arriver pas si loin dans la bande de Gaza, avec toutefois moins de diversité dans les slogans. Les clients s'intéressent beaucoup aux t-shirts, plus particulièrement ces derniers temps. C'est devenu très populaire. Ça fait déjà 5 saisons que ça marche. Ils attirent beaucoup les jeunes palestiniens et même ceux de l'étranger. Et la nouvelle fashion attitude dans la bande de Gaza, c'est précisément porter des t-shirts au slogan pro-palestinien. Des t-shirts qui n'ont rien de nouveau en Occident, mais qui se vendent comme des petits pains à Gaza. Sur certains t-shirts, on peut voir la carte d'Israël avec les mots « Toute la terre est à nous » ou encore « Vers Jérusalem ». Quand vous trouvez un t-shirt avec des écritures en arabe, avec des slogans qui soutiennent votre cause ou symbolisent la cause nationale qui vous tient à cœur, c'est évident que vous avez envie de le porter, même s'il est cher, parce qu'il représente quelque chose proche de votre réalité. C'est tellement mieux que de porter un t-shirt dont vous ne comprenez même pas le slogan. Ces t-shirts sont vendus à Gaza entre 10 et 15 €. Ils sont également disponibles en ligne via Facebook et Twitter. Des marques bling bling au Liban au slogan ultranationaliste à Gaza, en passant par les images humoristiques en Israël, la t-shirt attitude n'a pas fini de faire parler d'elle. Et voilà, une note d'espoir pour terminer, c'est pas mal, ça vous plaît C'est un moyen comme un autre de communiquer. Voilà, on a des sourires dans la rue, absolument. Aussi. Et on va s'éloigner un petit peu de ce thème. On va reparler ce matin d'un phénomène, une minorité très particulière. Il s'agit d'Arabes israéliens de religion chrétienne. Ils sont enrôlés, mais surtout, ils veulent s'engager dans l'armée au même titre que les Israéliens juifs. Alors Yael, d'où ça vient cet engouement qu'on ressent chez cette minorité? Nathalie, je voudrais d'abord préciser que ces jeunes dont vous parlez, ainsi que leurs familles, veulent absolument ne pas être assimilés à des Arabes. Eux disent et se définissent comme des chrétiens, et tout d'abord des Israéliens chrétiens, qui parlent arabe dans cet ordre-là. C'est très important pour eux. Ils veulent absolument l'égalité des droits et donc pour cela, ils prennent sur eux absolument l'égalité des devoirs et notamment, évidemment, le devoir de rejoindre les rangs de Tsahal. La loi incombe aussi à eux. Ils rentrent à l'armée et portent l'uniforme. Vous allez voir que malheureusement, pas toujours. Ils prennent sur eux de rentrer dans l'armée israélienne. Le mot-clé de toute cette démarche, c'est évidemment l'intégration. Ils ont aussi peur, très peur même, arrive ce qui est arrivé par le premier printemps arabe et tous les dérivés des printemps arabes dans les autres pays arabes, ce qui s'est passé au niveau du renversement du gouvernement. Ils ne voudraient pas que ça arrive en Israël et donc ils veulent absolument mettre tout en œuvre pour éviter cela et préserver ici la démocratie, la démocratie israélienne. Vous parliez d'intégration, moi j'entends aussi patriotisme, mais finalement c'est le même patriotisme, ou en tout cas le manque de patriotisme qu'on reproche aux ultra-orthodoxes ici en Israël.
Israël. Absolument, évidemment, c'est exactement cela. Le problème majeur, c'est que jusqu'à présent, donc, ces ultra-orthodoxes étaient non seulement exemptés de service militaire ou national, mais en plus de tout, ils étaient subventionnés pour passer toute leur sainte journée, c'est le cas de le dire, à étudier la Torah dans les instituts toraniques. Alors évidemment, ils se faisaient traiter, jusqu'aujourd'hui encore souvent, de parasites, c'est le cas de le dire, et c'est donc cette assimilation et toutes les injustices qui en sont dérivées que ces chrétiens israéliens, ces Israéliens chrétiens, veulent absolument éviter. Alors, on le voit bien, question d'honneur, question d'intégration. Comment cet engagement, il est perçu dans leur entourage, dans leur famille ? Alors, c'est assez difficile à dire. Pour certains, c'est une décision qui est quand même assez difficile. Elle est tolérée, on va dire, dans la plupart des cas. Mais il s'agit réellement d'un combat quotidien. C'est un conflit d'identité, un combat de tous les jours sur qui suis-je ? Est-ce que je suis un arabe susceptible de tenir un fusil contre un autre arabe ? Ou bien est-ce que je suis un Israélien qui doit mettre tout en œuvre pour défendre son pays, et peu importe qui j'ai dans mon champ de vision ? Et ça en dit long sur les dilemmes dans lesquels on est plongé dans cette région. Les réactions, ça a quand même pas... Ils se mettent en danger, ces jeunes ? Alors, bon, quand même pas en danger de mort, encore que, il y a des menaces qui sont proférées, c'est quand même des cas qui sont assez, pas vraiment, comment vous dire, peu rapportés, mais il suffit tout simplement de vexation, d'humiliation, une injure, se faire cracher dessus dans la rue. Beaucoup se font isoler par leur entourage, ceux qui étaient leur famille, leurs amis, leurs copains d'école, leurs voisins, tout simplement. Tous les moyens sont bons pour essayer de décourager ces jeunes. Certains se sont vus même accorder, écoutez bien, une permission spéciale pour aller de chez eux à la base et de la base à chez eux, sans porter l'uniforme. Donc ils y vont en civil. Alors il faut quand même savoir que non seulement le port de l'uniforme est évidemment obligatoire, mais pour beaucoup c'est une fierté. Je veux dire, on travaille très dur pour avoir le béret qu'on a, tout ce qu'on a comme déguisement entre guillemets sur cet uniforme. On travaille très dur pour l'avoir. Et ceux qui n'ont même pas en plus la fierté de pouvoir le porter, eh bien sont en plus de tout lésés. Alors non seulement on les accuse de trahison, mais en plus on leur enlève cette possibilité de porter l'uniforme avec la fierté qu'ils veulent y mettre. Si je donne un exemple, voilà, absolument. Le prêtre Gabriel Nadav, pour ne citer que lui, est un patriarche orthodoxe de Nazareth qui soutient et encourage à fond tous ces jeunes-là vraiment à rentrer dans les rangs de Tsahal. C'est vu interdit de célébrer Noël dernier dans la cathédrale du Saint-Sépulcre. Il s'est tout simplement vu déclarer persona non grata. Et cela va sans dire que sa vie, lui aussi, a été menacée plus d'une fois, de manière ouverte, absolument. On voyait sur ces images, et on le voit toujours pendant que vous parlez, Yael, Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien, comment il réagit à cet engouement ? Eh bien, Benyamin Netanyahou s'est exprimé ouvertement Noël dernier, justement, lors d'une réunion avec ses soldats chrétiens. Il leur a signifié le soutien du gouvernement et les a remerciés, encouragés et surtout félicités de cette volonté, de cette bonne volonté qu'ils ont à défendre ce pays qui est le leur. En chiffres, en 2013, 650 Arabes chrétiens israéliens ont rejoint les rangs de Tsahal, contre un tiers seulement de ce chiffre-là en 2012. Des chiffres que le gouvernement israélien aimerait voir grandir de plus en plus. Encourage, et on en appelle également. Merci beaucoup, Yael, d'avoir été avec nous ce matin. Alors vous n'y avez peut-être pas encore succombé, pourtant 2048, c'est un jeu qui en a fait tomber plus d'un. Ah si, vous y avez succombé, bon d'accord, j'ai compris. On va en parler dans quelques instants, aussi addictif qu'agaçant. Le plateau du Morning d'i24 News avec moi sur ce plateau Rudy Saada. Bonjour. Merci d'être avec nous, et vous, Yohan Bonjour, Waki. Nathalie. Merci également de nous avoir rejoints. On va parler dans un instant avec vous d'un jeu qui rend fou Yohan, mais pas tout de suite. On se concentre sur une actualité plus sérieuse. Tout de suite, c'est la revue du web.
Rudy, avec les tensions, les affrontements en Ukraine qui sont orchestrés notamment par un site internet, Le Printemps Russe, quelque chose d'assez particulier. Je vous laisse tout expliquer. Alors, c'est le Daily Beast qui a passé en revue et qui a scanné ce site pro-russe, donc Le Printemps Russe, qui est une sorte en fait de mode d'emploi pour Ukrainiens séparatistes ou Russes voulant se rendre en Ukraine pour renverser le pouvoir en place. Donc le site qui s'appelle Rusvesna, Le Printemps Russe, explique comment se faire passer pour des touristes et ainsi tromper la vigilance Donc, des... Comment passer en catimini en Ukraine. Et comment agir sur place. Alors parmi les conseils, par exemple, ne pas porter de t-shirt camouflage, pas de gaz lacrymogène, pas de couteau si on veut tranquillement passer la frontière russo-ukrainienne. D'ailleurs le site précise que les Ukrainiens peuvent refuser l'accès, donc il faut vraiment y aller doucement. Le site jusque-là, c'est plutôt normal. C'est plutôt normal. Le site conseille aussi d'acheter, ça je cite le site, d'acheter dans un magasin ukrainien tout ce qui est couteau ou bombe lacrymogène. Les prix ne sont pas plus élevés qu'en Russie. C'est donc sur ce site. Autre conseil, ne pas avoir le nez cassé parce que ça veut dire que vous faites du karaté, ou encore nettoyer les photos ou les messages pro-russes de son téléphone portable avant de passer la frontière et même en se baladant là-bas pour avoir l'air complètement incognito. Là, vous voyez donc la carte des affrontements. Il y a aussi des infos évidemment très orientées sur le site. Donc l'idée, vous l'aurez compris, donc passer incognito et faire passer ces prises de bâtiments pour des révoltes spontanées et populaires. Et voilà, le petit manuel du combattant en Ukraine. On sait qui est derrière ce site ? Alors officiellement, on ne le sait pas. Officieusement, on pourrait penser que c'est le pouvoir russe qui pourrait être derrière cette campagne internet du Russian Spring, printemps arabe, puisque c'est une campagne globale et référence au printemps arabe. Il y a un élément aussi très troublant dans ce site, c'est que son extension n'est pas .ru si c'était tout simplement un site russe, mais .su. Et alors cette appellation, elle date de 1990 et elle est toujours en vigueur. Elle correspond en fait au nom de domaine qu'on a attribué au tout début de l'Internet à l'URSS. Donc ça veut dire tout simplement, le message est très clair, que l'Union soviétique serait de retour. Et voilà, c'est très clair. Alors toujours à propos de la Russie, il y a une autre info, plus légère cette fois, qui a pourtant fait réagir les internautes, c'est l'augmentation substantielle de salaire de Vladimir Poutine. Oui, 2,65 fois, très exactement, c'est le taux d'augmentation du salaire que s'est octroyé Vladimir Poutine selon un décret qui a été publié lundi par le Kremlin. Alors Poutine a déclaré l'an dernier 3,7 millions de roubles, soit à peu près 74 000 euros, alors que son Premier ministre Medvedev, lui, a touché 4,3 millions de roubles, soit plus 85 800 euros. Alors il fallait donc rectifier le tir et c'est chose faite. Il faut savoir que Vladimir Poutine est un des hommes les plus riches de Russie, malgré le fait qu'il revendique un mode de vie ascète entre ses balades en forêt et ses combats avec des ours. Alors quoi qu'il en soit, ce triplement de salaire fait grincer des dents sur Internet. Cela, par exemple, ne choque pas le tweetos Valolik, que selon lui, quand il a quand même 2 pays à s'occuper, c'est un petit peu normal. Et puis dans la même veine, Éric Marillier, vu c'est normal, il compte tripler la surface du pays, autant tripler aussi son salaire. Et voilà, grand souci, petit souci comme on dit. Voilà, en tout cas on va parler d'un buzz commercial à présent, un buzz en bonne et due forme. Ouais, alors sur Internet, plus qu'ailleurs, la moindre erreur de communication se paye très cher. Et le bad buzz du jour qui agite la toile, on le doit à la compagnie américaine US Airways et à l'incroyable bévue de son gestionnaire de compte Twitter. Alors pour répondre à une utilisatrice, la compagnie aérienne a répondu avec une image pornographique très explicite. Alors je vous montre le tweet en question en version floutée en utilisant ça montre une femme qui utilise sexuellement un avion en miniature. On va passer le tweet avec ce message: merci de votre retour, si votre voyage est terminé, vous pouvez vous rendre ici pour nous faire un retour. Donc au bout de quelques minutes, l'image avait déjà fait le tour des réseaux sociaux avec, tenez-vous bien, 6000 tweets par seconde et aussi avec des parodies plus cabreuse encore que la photo originale. Ça a beaucoup fait rire Internet. Alors vous vous en doutez, la compagnie a réagi par un tweet d'excuses que voici, que vous pouvez donc voir, mais un très mauvais buzz pour US Airways. Et voilà, et puis ça va vite sur la toile, ce qui n'arrange pas les affaires de la compagnie. Est-ce que le responsable de cette mauvaise manipulation a été licencié ? Non, alors il y a eu enquête et la compagnie s'est aperçue qu'en fait que cette image pornographique a été capturée par le community manager pour être justement signalée à Twitter. US Airways plaide donc la bonne foi et la clémence, a signalé que depuis 2 jours, le compte officiel qui a l'habitude d'énormément tweeter, il y a 88 000 tweets sur ce compte US Airways, est devenu totalement muet. Bon.
On va se détendre dans quelques instants. On va jouer avec vous, Johan. Mais d'abord, Rudy, vous vouliez vous aussi contribuer à cette ambiance ludique de ce matin avec un petit jeu. Oui, alors là, c'est le Tumblr du moment. Un Tumblr, c'est un site internet, un blog uniquement fait à partir de photos. Et le Tumblr porte le doux nom, vous m'excuserez l'écart de langage, de sosie de merde. Il répertorie les photos des sosies qui ont finalement rien demandé à personne. Alors, je ne vais pas vous en dire plus. On va voir ça en images et je vais vous laisser deviner. On commence avec le premier sosie pour vous. Qui c'est, à votre avis? Qui c'est? C'est le sosie de Nicolas Sarkozy. Absolument, c'est le sosie de Nicolas Sarkozy qui n'a rien demandé à personne, le pauvre, et qui est quelque part. Voilà, et ça c'est donc l'original. Il n'avait rien demandé. Oui, on va rester. C'est une photo AFP. On va rester dans l'actu. À qui ressemble cet arbitre? Non, là on va revenir et on va voir maintenant un arbitre de foot qui va sûrement vous dire quelque chose avec un air autoritaire. Johan? Je vois que Nathalie sèche. Oui. Non, Manuel Valls. Mais oui, Manuel Valls, le nouveau Premier ministre français, voilà, qui est Merci arbitre. la régie quand même. Ouais, c'est la régie. J'avoue, je peux pas me prendre le crédit quand même. Alors le point va à Johan. Alors on va parler maintenant de cinéma, un acteur qu'on aime tous beaucoup ici et qui prend le métro comme tout le monde et qui est assez triste en pensant à son prochain rôle. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou quelqu'un? Eh ben oui. C'est Morgan Freeman. Et c'est Morgan Freeman, absolument. Alors là, on va rentrer dans le niveau au-dessus, le top level, maintenant, avec un retour en politique française. Est-ce que ce monsieur vous dit quelque chose? Mélenchon. Absolument, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pas très content de prendre ses vacances, peut-être que l'eau est un petit peu froide, on ne sait pas. En tout cas, voilà le sosie de Jean-Luc Mélenchon. Et alors attention, on atteint des sommets avec qui se cache derrière cette candidate Front National, Thérèse Patry. Il y a encore la régie qui fait des... Alors non, on parle de foot, mais oui. C'est effectivement l'ancien sélectionneur des Bleus, Aimé Jacquet, qui donc démarre une carrière en politique. On peut voir que la ressemblance est frappante. Voilà. C'est pas sympa, Rudy. À qui vous ressemblez, vous? C'est qui votre sosie? On m'a souvent dit Raphaël Mesrahi, mais... Ah ah. Et oui, voilà. Les spéculations sont ouvertes. Merci, Rudy, d'avoir été avec nous ce matin. Ouais, si. Si, pas du tout. Alors, il s'agit à présent de l'établissement le plus prestigieux formant au métier de l'hôtellerie internationale. J'en perds mon latin. Rudy, reprenez votre sérieux. Le lycée de Lausanne s'est déplacé en Israël. On regarde. C'est le grand jour pour Fares. À 20 ans à peine, ce jeune Palestinien vient rencontrer Marthe et Pierre, les recruteurs de la plus prestigieuse école d'hôtellerie du monde, l'école hôtelière de Lausanne en Suisse. S'il est retenu, il deviendrait l'un des tout premiers Palestiniens à rejoindre les 2000 élèves de cette formation d'excellence. Et son objectif est clair. Je postule à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, reconnue comme la meilleure du monde, dans le but de réussir à devenir un homme d'affaires important. Et pour les recruteurs, Fares a toutes les chances de réussir, malgré des épreuves de présélection longues et difficiles. Avant d'être invité pour passer une journée de sélection, le candidat il doit postuler en ligne et soumettre justement une dissertation où il explique sa motivation, pourquoi il souhaite étudier à l'école hôtelière de Lausanne. Il doit aussi nous fournir des résultats scolaires durant les 3 dernières années de ses études secondaires et nous devons être assurés que le candidat ait le potentiel académique. Après cette première étape, Fares aurait normalement dû se rendre à Dubaï, le point de rendez-vous de tous les candidats du Moyen-Orient. Impossible pour le jeune homme, les recruteurs ont donc décidé de venir à lui et il n'est pas le seul à bénéficier de ce traitement de faveur. À Tel Aviv, Marthe et Pierre rencontrent Jonathan, un candidat israélien. Au menu, un jeu de rôle, le but, simuler une situation conflictuelle courante dans le monde de l'hôtellerie. Bon, j'ai fait une connerie. J'ai renversé une bouteille de vin sur la jupe d'une cliente et je ne sais pas quoi faire. Un exercice difficile qui ne décourage pas Jonathan. Son objectif, intégrer l'école et rencontrer Fares, avec qui il a plus à partager qu'il n'y paraît. Et je me réjouis de rencontrer ce garçon en fait. Ça peut être très sympa. Et comme on vient du même pays, alors ça peut être encore mieux. On peut être de très bons amis. Étudiant palestinien ou israélien, pour Pierre Lévy, à l'initiative de la rencontre, l'objectif reste le même, former l'élite de la profession. Vous avez un développement de l'hôtellerie
et de l'attente des clients dans l'hôtellerie et la restauration en Israël qui font qu'on a besoin de professionnels. Où trouver les meilleurs professionnels? Dans la meilleure école, tout simplement. Un développement nécessaire vu l'explosion du tourisme. Depuis le début de l'année, ils sont déjà plus de 750 000 à s'être rendus en Israël. Un futur défi à relever pour Fares et Jonathan qui comptent bien faire carrière dans leur pays. Et voilà, on sent que Yohan Waki n'ira pas dans cette école hôtelière. Et pour cause, il est trop préoccupé par ce nouveau jeu que vous allez nous présenter ce matin sur les smartphones, un jeu qui fait fureur. Hein. Exactement, alors ça s'appelle 2048, le jeu est disponible sur smartphone et sur ordinateur depuis le 9 mars dernier. Donc à peine plus d'un mois après sa sortie, vous le disiez en introduction, on est déjà à 7 millions de joueurs à travers le monde. C'est énorme pour une application, on l'appelle déjà le nouveau Candy Crush Saga, même si Candy Crush Saga joue dans des sphères un peu plus élevées, car pour rappel, en fin 2013, Candy Crush Saga avait déjà conquis plus de 150 millions de joueurs uniques par mois avec des recettes de 600 000 € par jour. Alors pour en revenir à 2048, c'est en fait un jeu de réflexion comme il en existe beaucoup sur les téléphones, mais il est de ceux qui vous rendent accro, qui prennent tout votre temps libre tellement vous voulez le résoudre, tellement vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais tellement vous n'y arrivez pas. Ça consiste en quoi très exactement? Alors ça consiste en quoi? En fait, c'est pas très compliqué. C'est tout simplement un peu à l'instar d'un Tetris où des formes géométriques tombent et qu'il faut assembler pour gagner l'espace sur l'écran. Ici, ce ne sont pas des formes géométriques qui tombent, mais des chiffres pairs qu'il faut associer par paires, qui s'additionnent en fusionnant. Et le but du jeu est d'arriver au chiffre 2048. Vous avez J'étais succombé, hein? très mauvais en maths et je ne toucherai jamais à cette application. Bon, ça, on compte 2 par 2, hein, c'est pas très compliqué. C'est déjà paraît trop compliqué pour comme moi. ça à expliquer, en fait ça l'est pas. Il y a plein de 2 qui tombent, vous les associez, ça fait des 4, les 4 font les 8 font les 16, etc. Le but est de créer la case 2048 et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Sans parler de calcul mental, c'est un vrai casse-tête parce qu'on sent à chaque fois qu'on n'en est pas loin. Mais pourtant, on n'y arrive pas. Le plus énervant dans l'histoire, c'est que le créateur du jeu, qui s'appelle Monsieur Cirulli, déclare lui-même ne pas arriver à résoudre le jeu. Alors c'est un développeur de 20 ans, un Italien qui a créé ça en un week-end et qui a conquis plus d'1 million de joueurs le premier week-end pour montrer l'ampleur du phénomène dès le départ. Bon, alors il va falloir que vous nous expliquiez, tant aux téléspectateurs qu'à nous, Rudy et moi, qui manifestement ne sommes pas vraiment très fans, qu'est-ce qui est addictif dans ce jeu? Alors plusieurs hypothèses sont à émettre. La première, c'est tout simplement qu'on sait qu'on n'est pas loin, en tout cas on a l'impression qu'on n'est pas loin de résoudre le casse-tête. Malheureusement, on n'y arrive pas. Et ça donne d'autant plus envie de continuer de se dire j'étais pas loin, parce qu'il y a une apparente simplicité qui donne l'impression que c'est la malchance qui fait qu'on rate, alors que c'est pas du tout la malchance. Deuxième hypothèse qu'on peut émettre, c'est qu'on passe notre cerveau en mode pilote automatique. Très rapidement, on est en pilote automatique, on ne réfléchit plus, on ne pense plus à rien, et finalement c'est reposant, même si on est très fatigué après avoir passé des heures. On est très fatigué, et la troisième raison, c'est que tout simplement le hasard rend addictif, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un jeu de hasard, et du coup on devient addict. Le paradoxe de tout ça, c'est que c'est pas du tout un jeu de hasard, c'est qu'au contraire, c'est très mathématique et très statistique. Ce qui est bizarre, c'est que c'est souvent ce genre de jeu qui attire le plus de monde, alors que les maths, en général, rebutent énormément de personnes. Oui, je vais pas donner ma position sur le sujet, quoi qu'il en soit. Si on n'aime pas les chiffres, vous avez un truc à nous proposer ce matin? Alors j'ai un truc à vous proposer, exactement. On le voit généralement quand des applications deviennent très tendances ou quand des phénomènes se démocratisent. Beaucoup de parodies apparaissent sur Internet et des déclinaisons en tout genre du jeu ont fait leur apparition et continuent de fleurir chaque jour sur la toile. Et alors, rien que pour vous, Nathalie, ce matin, parce que je sais que vous êtes fan, je vous propose de regarder quelques images de la version Ryan Gosling du jeu. Alors, ce ne sont pas des 2 qui tombent, mais des photos de Ryan Gosling qu'il faut associer par paire et qui, en s'associant, donne d'autres photos pour réussir à résoudre là, c'est sûr qu'elle ce va y casse-tête. jouer. Oui. C'est beaucoup moins mathématique là d'un coup. Vous m'avez conquise, ça y est, c'est pour les femmes en fait. C'est pour les femmes, alors il y a beaucoup d'autres versions. On a la version avec les chats qui plaira peut-être plus à Rudy. Oui. On a la version avec les animaux, on a la version avec les bijoux, enfin, voilà. Il y a tout plein de déclinaisons. Les sites internet s'en donnent, les internautes s'en donnent à cœur joie pour proposer leur version du jeu. Voilà, en tout cas, j'ai bien évidemment testé le jeu pour écrire ma chronique et je peux vous dire que j'y ai passé énormément de temps. Vous y jouez, vous êtes addict, vous n'arrêtez pas. C'était pas du tout prévu au programme. Je voulais vraiment pas m'y mettre et en fait, on tombe très vite dedans. Vous croyez que vous allez vous y mettre après le moment? Non, moi je fais confiance à Yohan, à son sens du journalisme non, il est allé au bout. Non, mais c'est le genre de jeu dans lequel... J'ai pas été au bout, j'ai pas gagné. Il ne faut pas... Enfin voilà, c'est un jeu, on sait que c'est addictif, donc vaut mieux pas y aller. Vaut mieux pas y entrer, d'autant plus que c'est particulièrement chronophage. Exactement, ça prend énormément de temps. On le fait, ça prend l'esprit, le temps et tout le reste, et puis il y a d'autres choses à faire quand même. Ah oui. Comme regarder des vidéos de chats.
Voilà, vous regardez i24 News, c'est toute la journée avec des news en continu. C'est d'ailleurs ce qui va suivre à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On revient demain matin avec d'autres actus. Restez sur i24 News, l'information continue.